Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce deuxième épisode de l'œil du cyclone. Alors aujourd'hui dans l'œil du cyclone, on va voir un point très important pour les photographes en devenir, ça va être comment choisir votre appareil. Parce qu'aujourd'hui, entre toutes les marques, de Nikon à Canon en passant par Olympus, Fuji, Sony, Pentax, Ricoh, Samsung et il y a de quoi se sentir perdu avec toutes les gammes de boîtiers qui existent, les gammes pro, semi-pro. Euh, il y a de quoi être complètement perdu. Donc on va essayer de reprendre ça du départ, ça va être très simple. Et la prochaine fois que vous irez en boutique, vous serez un peu moins perdu, vous en saurez un petit peu plus par rapport à l'appareil que vous allez choisir. Donc pour ça, l'une des premières choses à savoir, c'est combien vous êtes prêt à mettre sur la table pour votre prochain appareil. Il ne suffit pas de se ruiner ou de prendre un crédit, je ne vous demande pas ça. Je vous demande juste de savoir vraiment si votre budget est entre 300 et 600 par exemple, entre 600 et 800 ou entre 800 et 1000. Ça va vraiment vous aider à savoir quel appareil acheter. Il ne suffit pas de dépenser 2000 euros pour avoir un bon appareil, parce qu'un bon appareil, c'est très subjectif, tout est relatif, et ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, souvenez-vous, c'est la personne qui est derrière, en l'occurrence vous. C'est vous qui, même avec un petit appareil, par exemple si on prend celui-là qui est un compact, vous allez pouvoir faire de belles photos si vous êtes créatif, si vous êtes sensible et si vous développez un œil de photographe, un œil créatif. Donc, l'argent n'est pas la première donnée. La première donnée, ça va être déjà le rapport qualité-prix, suivant ce que vous êtes prêt à mettre pour votre appareil photo. Après, sur Internet, vous avez une donnée très importante, vous allez pouvoir mettre en comparaison toutes les caractéristiques des appareils que vous souhaitez et que vous pouvez acheter. Donc si là où vous vous rendez, la boutique ou peu importe le supermarché où vous allez avoir un panel d'appareils. S'il y en a 4 qui s'offrent à vous, 4 qui rentrent dans votre budget, prenez-les en main, sentez-les, essayez de voir si pour vous les différents boutons qui sont placés aux différents endroits vous parlent. Déjà, ça c'est un premier point. Après, par rapport à cela, tous les appareils donc, que vous avez choisis, allez bien au fond des caractéristiques pour voir le nombre d'ISO qu'ils peuvent avoir, la durée de vie de la charge, par exemple de la batterie, si l'appareil est étanche ou pas. Ça peut être un point très positif. Il y a des marques comme Pentax qui en font un argument de vente, un argument comme quoi leurs appareils sont très robustes et étanches à l'eau et à la lumière. Ça dépend si votre appareil également peut faire de la vidéo, donc là vous allez avoir les caractéristiques, parce qu'aujourd'hui la vidéo sur... ici j'ai 3 appareils, j'ai un bridge, un réflexe et un compact. Ils font tous les 3 la vidéo et cette donnée n'est plus un gadget comme ça pouvait l'être il y a plusieurs années. Ça fait vraiment partie de la vie d'un appareil photo. Il doit aujourd'hui être suffisamment polyvalent pour faire de très bonnes vidéos et faire de très bonnes photos. Là encore, c'est subjectif. Mais pour la vidéo, si vous êtes vraiment tourné vidéo et que vous voulez en même temps avoir un très bon appareil photo, je ne peux que vous conseiller de vous orienter sur Canon. Je ne suis pas payé par Canon, mais Canon est très bien placé concernant la vidéo. Le seul point faible sur la vidéo pour Canon, c'est au niveau des boîtiers. Les écrans de boîtier Canon sont toujours en surexposition par rapport à l'image que vous avez pour la vidéo. Donc faites bien des tests et regardez ensuite sur un autre écran le résultat que vous allez avoir pour éviter des problèmes et d'être, alors que vous pensez être bien réglé sur votre écran, ça ne sera pas le cas forcément puisque Nikon par rapport à Canon fait mieux les choses en vidéo. Bon, il y a une gestion du bruit qui n'est pas la même, une gestion des ISO en basse lumière sur Canon qui est plus élevée que sur Nikon, mais lorsque vous avez une vision de l'écran derrière le boîtier de Nikon en vidéo, c'est vraiment ce que vous allez avoir une fois que votre vidéo sera chargée sur l'ordinateur. Donc ça c'est une petite parenthèse, peut-être un peu technique, mais pour les personnes qui souhaitent tourner sur la vidéo et avoir un bon réflexe, c'est à prendre en compte. Lorsque vous allez choisir votre appareil, il y a toutes ces données techniques que je ne vais pas aborder ici, parce qu'il y aurait trop d'appareils vraiment, et c'est propre à celui que vous allez choisir, mais il y a donc des points à prendre en compte. Je récapitule. Les mégapixels,
La durée de vie en charge pour une batterie, pour moi ça c'est important. S'il fait la vidéo, ça aussi ça peut être important. Et la robustesse. Si le boîtier est en plastique, si le boîtier est en alliage, si le boîtier est en titanium, en magnésium, voilà. Tout ça, ça va faire que le boîtier va être lourd, léger, robuste. C'est tout. Les cartes mémoire. Au jour d'aujourd'hui, en 2017, tous les boîtiers, tous les appareils photo prennent les SanDisk, prennent les cartes mémoire, les mémoristiques. Je vais vous en sortir une du petit compact. Voilà, aujourd'hui, tous les appareils photo utilisent le même type de carte mémoire. Ça, c'est très pratique. Vous avez même des portes carte mémoire où vous allez prendre par exemple la carte mémoire de votre téléphone qui est une micro carte SD et vous allez la placer à l'intérieur et vous pourrez ensuite la mettre dans votre appareil photo. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez déterminé quel genre d'appareil vous convient, là vous allez être peut-être orienté vers un compact. Pourquoi? Parce que ça va être petit, vous n'allez pas du tout vous prendre la tête avec, vous allez le mettre en marche, l'objectif va sortir du boîtier, vous prenez la photo en appuyant sur le déclencheur, voilà. Vous pouvez partir en vacances, vous pouvez toujours l'avoir sur vous, il ne pèse pas une tonne, vous n'avez pas à vous prémunir d'autres objectifs. Vous avez un zoom, mais sur les compacts, même sur celui-là qui est de très bonne qualité, le zoom reste une donnée aléatoire, c'est pas un zoom de qualité, c'est un zoom évidemment, mais c'est un zoom numérique, c'est pas un vrai zoom, comme si on prend par exemple ce type d'objectif, où là nous sommes sur un, alors la focale je ne me souviens plus, 70-300, ça c'est quand même un bon zoom, ça n'a rien à voir avec ce zoom là, qui va multiplier votre image un certain nombre de fois. Il faut savoir donc que cet appareil est muni d'un flash, et vous avez également un flash qui est assez performant, et vous avez également une semelle sur le dessus que vous retrouvez soit sur les bridges, soit sur les réflexes, qui va vous permettre d'adjoindre un flash externe au boîtier pour faire des photos soit en basse lumière, soit profiter du flash en journée, puisqu'il est aussi possible de prendre des photos au flash de jour. On le verra dans un autre épisode. Le menu s'apparente au même menu que vous avez sur les appareils plus hauts que ce compact-ci. Vous pouvez régler la vitesse d'obturation, l'ouverture. L'objectif qui est monté sur cet appareil est assez lumineux puisque c'est un 2.4. Que vous dire d'autre? Vous pouvez faire la macro, vous pouvez faire la vidéo. Il y a deux modes de pré-réglage, donc vous pouvez régler un mode en noir et blanc si vous aimez le noir et blanc et un mode en couleur si vous aimez la couleur. Vous avez plusieurs définitions au niveau du noir et blanc, c'est la même chose pour la couleur. 10 mégapixels, vous pouvez switcher de 10 à 7, vous pouvez shooter en mode RAW, donc avoir des photos brutes et également shooter en JPEG, c'est-à-dire avoir des photos où toutes les informations des photos sont condensées en une seule, alors que le format RAW va être brut, comme je viens de vous le dire, et vous allez avoir toutes les définitions de la photo séparées les unes des autres, et ça pourra vous permettre en post-traitement, si vous souhaitez retoucher les photos, de le faire d'une façon beaucoup plus pointue que le format JPEG, qui vous contraint à une photo déjà mixée dans le boîtier lui-même. Donc voilà pour le compact. Une précision concernant celui-là. Alors, la dernière version du Ricoh GA vaut quand même 900 € pour un petit compact. Comme quoi, petit par la taille, mais grand par le prix. Alors, on est passé du compact. Maintenant, on va voir le bridge avec ce Leica Digilux 2. J'adore cet appareil. Pourquoi? Pas parce que c'est un Leica, ni pour son côté rétro, mais j'aime ce bridge parce que lorsque je décide de sortir avec, je n'ai pas à me soucier de savoir quel objectif je vais choisir pour cet appareil. L'objectif qui est monté sur cet appareil, c'est un 28-90 au niveau de la focale. Comme il y a un capteur qui n'est pas un capteur de 1 au niveau du ratio, quand je suis sur 28, j'ai un équivalent de 35 mm.
Donc c'est-à-dire que ma focale arrivée à 90 n'est pas vraiment 90, mais est un peu plus, évidemment. Mais l'éventail de focale sur cet objectif est très correct. 28, c'est ça s'apparente, c'est pas un grand angle du tout, mais pour le paysage, c'est parfait, et 90 pour un portrait, c'est parfait aussi. Donc, ce que j'aime dans cet appareil, c'est la simplicité avec laquelle je vais régler mon ouverture, mes ISO et surtout la vitesse. La vitesse, c'est sur ce petit bouton sur le dessus. En le tournant, on va passer progressivement d'une vitesse à une autre, et vous avez sur l'objectif une petite bague qui va vous permettre là de régler l'ouverture. Donc c'est vraiment la même configuration que les appareils argentiques d'avant, qui existent toujours aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des personnes, et même il y a des personnes qui arrêtent le numérique pour passer en argentique. Et cet appareil reprend toutes les fonctionnalités de ce type d'appareil bien précis. Vous avez quand même un flash qui est positionné sur le dessus. Alors, voilà. Un flash en position directe, et vous le mettez en position inclinée vers le haut, vers une surface qui réfléchit la lumière, par exemple comme un plafond si vous êtes à l'intérieur d'une pièce. Et ce flash-là va vous permettre ensuite d'avoir une lumière plus douce pour les personnes que vous photographiez. Donc je vais replacer ça ici. Donc le menu de ce genre d'appareil est assez simple, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le menu n'est pas une caractéristique en soi pour dire voilà, est-ce que cet appareil est compliqué d'utilisation ou non. À partir du moment où vous allez choisir votre appareil, vous allez vous y faire, vous allez rentrer dans le menu et vous allez connaître votre appareil. Un appareil photo, c'est comme une personne, il faut l'avoir avec soi tout le temps pour vraiment pouvoir être à même d'utiliser l'appareil photo avec ce qu'il a à vous offrir. Le connaître, il faut passer du temps avec, et vous allez vraiment vous rendre compte des joies que photographier peut être. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cet appareil? Il fait également de la vidéo, mais comme l'appareil en lui-même date de 2005, la vidéo est somme toute très relative. Il y a un pare-soleil qui est fourni avec l'appareil, donc si je retire le pare-soleil, l'objectif est assez court, ça fait quand même un bridge d'une taille assez conséquente, et le pare-soleil, en plus de vous protéger du soleil, il a une autre fonction, il protège l'objectif et surtout la lentille au devant de l'objectif des coups éventuels qu'il pourrait recevoir. Et je vois beaucoup de personnes qui se baladent avec un réflexe, avec ce pare-soleil, mais mis dans l'autre sens, puisqu'ils ne veulent pas le sortir, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un pare-soleil qui déborde autant de l'appareil, mais c'est une mauvaise chose, parce que souvent, le bout de l'objectif, la fin de l'objectif, reçoit des coups malencontreux, puisqu'il dépasse, et à partir du moment où il déborde, eh bien, il va être soumis à rencontrer un arbre ou un coin de mur, et ça peut être très mauvais. Voilà, pour l'objectif et pour l'appareil en lui-même, mais surtout pour l'objectif. Donc voilà pour le bridge. Il y a une autre chose, ce bridge-là est équipé d'une visée. C'est une visée électronique. Il y a certains bridges, par exemple comme les Fuji, qui ont une visée électronique, et encore certains Fuji qui ont une visée électronique et une visée optique. Alors une visée optique, vous allez directement voir au travers de l'appareil ce qui se passe en dehors. Une visée électronique, à l'intérieur, vous avez une petite télé. Alors, je vais le mettre en marche. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, j'arrive pas. Voilà, je ne sais pas si vous réussissez à voir. Là, il y a une petite lumière qui apparaît. Et cette petite lumière est en fait l'écran qui est à l'intérieur et qui va vous montrer ce que vous voyez à l'extérieur. Les réflexes, on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, je vais le poser, parce que je crois que j'ai fini avec les bridges. Passons sur le réflexe et abordons déjà tout de suite, avant la suite, la visée. Le réflexe, vous avez une visée qui est juste dans le prolongement de votre objectif, parce que, pour une raison très simple, la lumière, comme tout ce que vous allez voir, rentre dans l'objectif. Au centre, il y a un prisme.
lorsque vous allez prendre la photo, le miroir va se lever, l'obturateur va s'ouvrir, la lumière ainsi que toutes les informations vont se retrouver être projetées contre le prisme et ensuite ça monte directement dans la visée, dans le viseur. Donc ce que vous voyez là passe directement par l'objectif. Il y a certains appareils, la visée est décalée. Alors je vais vous montrer un autre appareil, là vous allez tout de suite comprendre. Si je pars sur cet Olympus 35 RC, si je place mon œil derrière la visée, je vais voir ce qui se passe ici. Si je place mon œil là et que je passe ma main devant l'objectif, je ne vois rien, puisque le paysage n'arrive pas directement via l'objectif, mais via le boîtier en lui-même. Il passe directement à travers cette partie-là. Et certains Fuji sont équipés d'une visée optique. Là, ça s'appelle une visée optique et non pas une visée électronique. Donc, je repose ce boîtier et je reviens sur le boîtier Canon EOS 600D, qui est un réflexe pur et dur, tout noir, presque ennuyeux. Et qui dit réflexe dit on désolidarise l'objectif de son boîtier. Alors c'est un très grand avantage puisque à partir du moment où vous pouvez vous-même choisir l'objectif que vous souhaitez, vous allez en acheter un, 2, 3, voire 4, 5. Vous allez vraiment choisir l'objectif selon la photo que vous voulez faire, si c'est du paysage, un portrait, de la macro. Et là vous me dites, oui mais moi j'y connais rien, déjà j'y connais pas en appareil, et si en plus je dois savoir l'objectif que je dois acheter, voilà, c'est pour ça, vous avez tout compris. C'est pour ça qu'un réflexe, commencer avec un réflexe c'est bien, mais aujourd'hui il y a vraiment des bridges qui font aussi bien qu'un réflexe et vous n'avez pas à vous soucier de l'objectif. Vous achetez l'appareil, vous faites la main, vous apprenez la photo avec votre appareil, puisque un bridge vous apportera vraiment les mêmes satisfactions qu'un réflexe, sauf que vous n'avez pas à vous soucier de savoir quel objectif choisir, puisque c'est vous qui allez vous avancer lorsque vous voulez vous rapprocher du sujet et vous éloigner pour avoir un cadre beaucoup plus grand. Concernant les bridges, les réflexes, donc les cartes mémoire sont les mêmes. Celui-là, il a un écran qui peut s'ouvrir et s'orienter pour avoir des prises de vue avec un angle évidemment différent. Vous pouvez l'orienter vers le bas et si vous êtes en concert ou si vous avez un trépied et qui monte assez haut, vous n'allez jamais pouvoir réussir à avoir votre œil derrière la visée. Avoir un écran comme ça multidirectionnel est vraiment très pratique. Et si vous faites de la photo de rue et vous ne voulez pas cacher votre visage avec votre boîtier, vous pouvez toujours orienter l'écran vers vous et regarder ce qui se passe devant vous sans avoir votre visage complètement caché par l'appareil. C'est très pratique aussi, je dois l'avouer. Cet appareil donc fait de la vidéo, il fait même de la très bonne vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Alors regardez, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais le menu derrière au niveau de l'emplacement des boutons et de toute la fonctionnalité des deux appareils entre le Ricoh et le Canon est pratiquement la même. Aujourd'hui, tous les fabricants ont les mêmes modèles, c'est pratiquement presque la même chose. Dans le domaine automobile, quelle que soit la marque, vous retrouvez des similitudes selon les constructeurs. Et bien chez les photographes, chez les constructeurs d'appareils photo, c'est la même chose. Canon, Nikon, Fuji utilisent pour la plupart, même Sony utilise pour la plupart les mêmes capteurs. Et tout ça pour dire que vous n'avez plus à avoir peur en ayant vu ce deuxième épisode de l'œil du cyclone. Aujourd'hui, vous en savez un peu plus et vous pouvez choisir s'il vous faut un appareil qui n'est pas prise de tête, un appareil qui va vous offrir de la liberté sans trop de contraintes, ou alors un appareil qui va vous obliger à réfléchir un peu plus et à accumuler un peu plus de matériel. Voilà, c'est vraiment la seule contrainte que le réflexe a à proposer.
Sinon, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le numéro 3. Le sujet n'est pas encore choisi pour le numéro 3, mais j'espère qu'il vous passionnera comme le premier épisode et le deuxième. Peut-être que le troisième, on va rentrer un peu dans la technique, on va parler peut-être des objectifs. Je pense que ça serait pas si mal. Voilà. Donc, vous pouvez sortir de chez vous et aller choisir votre nouvelle marque.